Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 29 août 2022. La rentrée scolaire 2022-2023 sous haute surveillance, le renforcement du dispositif sécuritaire a de mise sur l'ensemble du territoire et davantage dans le nord-ouest et le sud-ouest. Prescription du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. La patience est l'arme recommandée pour braver le tronçon routier Ngom-Dzap-Roum dans la région du Sud. 18 km de chemin de croix, le 19h50 vous conduit sur cet axe périlleux. Et le renouvellement des organes de base du SDF est bouillonné le département de Loum. L'élection du président de cette circonscription électorale, finalement reportée, s'est transformée en un ring de boxe. Les raisons à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. La digitalisation dans le nouveau mode de fonctionnement des enseignants cette année scolaire. Ils doivent intégrer l'apport du numérique dans la préparation des cours. Cette nouvelle approche recommandée ce jour par le ministre des Enseignements secondaires lors de la rentrée pédagogique. Karel Mesatiachoya et Michel Foucault. Cette nouvelle approche s'appuie sur l'éducation à distance, à ne surtout pas confondre avec le e-learning, qui consiste à porter les outils pédagogiques et les connaissances vers les élèves à travers Internet. Pour le cas d'espèce, il s'agit de distiller le savoir aux apprenants via le numérique et même à travers les supports papier lorsque les circonstances l'imposent. Le mode de fonctionnement de tous les maillons de la chaîne pédagogique du secondaire va changer. Enseignants, animateurs pédagogiques, inspecteurs, parents, élèves, tous concernés par cette mutation. Dans la préparation des enseignements apprentissages, il faut intégrer l'apport du cyberespace. Il faut intégrer l'apport du numérique. Le gouvernement dit avoir pris des dispositions pour rendre fluide le processus. L'ouverture d'un centre de digitalisation annoncé, des financements aussi, pour mettre à disposition des établissements scolaires des outils comme des tablettes et l'énergie solaire pour pallier à d'éventuelles difficultés d'énergie électrique. Vous savez, nous avons un centre d'éducation à distance qui met à notre disposition tous les outils et techniques. En plus, le gouvernement nous a donné un financement pour rendre disponibles les outils en question. Dans cette équation visiblement facile à résoudre, apparaît une inconnue. La connectivité en zone reculée surtout. Inquiétude levée par Pauline Nalova-Lyonga avec un exemple. Les performances des Vaudoulars dans la Léquier, région du centre. Leurs performances étaient tout simplement impressionnantes cette année. Éclairage apporté à l'occasion du lancement ce 29 août à Yaoundé de la rentrée pédagogique pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Et à une semaine de la rentrée scolaire, les parents se bousculent dans les marchés pour les fournitures scolaires de leurs enfants. Désormais, ils font plus leurs achats dans les librairies. Un choix qui ne fait pas les affaires des vendeurs des livres de seconde main. Quand la vente de livres au poteau perd la cote, c'est un reportage de Lesline Poumetia et Thierry Nana. Des livres de seconde main exposés en quantité sur ces comptoirs qui attendent preneurs. La gratuité et le changement de certains manuels scolaires au programme sont quelques obstacles à la vente au poteau, qui au départ nourrissait plus d'un. Alain exerce dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Les vieux livres qu'on pouvait venir pour certifier, voir comme les calculs quotidiens, comme les arithmétiques, on est en train de détruire aujourd'hui pour faire les avions de feu. On n'a pas de documents pour donner aux parents. Parce que les parents partent en librairie. On nous a oubliés. Changer les livres, c'est aussi bien. Mais pensez aussi aux gens du poteau. Ces vendeurs du livre au poteau regrettent déjà l'argent investi dans ce business. On a échoué à ce qu'on a entrepris. Parce que les cotisations, les tontines qu'on a pris, les crédits,
pour investir l'année dernière, content. Tout est en bas. En cette veille de rentrée scolaire, certains parents de la ville de Douala préfèrent se servir dans les librairies de la place. Les parents désirent plus les livres neufs par rapport aux anciens. Tout à l'heure, j'ai eu un client qui voulait uniquement les neufs, uniquement. Il avait 7 livres au programme et on avait seulement 2 neufs et 5 anciens, il a refusé. Malgré tout, Christelle, élève en première, reste l'une des abonnées du poteau. Puis 6e, c'est lui qui change nos livres. Parfois, en librairie, on cherche, il n'y a pas tous les livres, alors que chez lui, il peut nous proposer aussi avec des bords. C'est abordable. La capacité à changer un livre de classe inférieure pour la classe suivante à moindre coût et la disponibilité de certains manuels introuvables dans les librairies sont des atouts qui séduisent bon nombre de parents. Et comme tous les parents veulent également être rassurés de la sécurité de leurs enfants à la rentrée scolaire, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les séparatistes font planer le spectre d'une année blanche. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense au cours de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire ce jour à Yaoundé a prescrit le renforcement du dispositif de sécurité sur l'ensemble du territoire. Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain-Zébou. En mer, sur terre et dans les airs, la sécurité de l'année scolaire 2022-2023 au Cameroun sera de mise. Le ministère de la Défense reste vigilant quant à un éventuel regain d'attaque dans le nord-ouest et le sud-ouest, au moment où les sécessionnistes continuent d'agiter le spectre d'une année blanche. Dans une de leurs publications de propagande récentes, les rebelles séparatistes ont à nouveau clamé leur détermination à empêcher le déroulement de cette rentrée et même de cette année scolaire. Les cas signalés d'enlèvement contre demande de rançon, d'usage d'engins explosifs improvisés et la propagande sécessionniste sur le boycott de la prochaine rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les pertes en vies humaines et matérielles enregistrées lors de certaines attaques terroristes sont interpellatrices sur la vigilance qui doit être de mise dans la couverture sécuritaire de cette importante échéance sociale. C'est l'objet même de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire que préside ce 29 août Joseph Béti-Assomo. Tous les acteurs de la chaîne de sécurité au rendez-vous. Le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la sûreté nationale, les secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, les commandants de régions de gendarmerie et militaires interarmés. À l'ordre du jour, l'examen des différents rapports des chefs militaires et le renforcement des mesures pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants en cette rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. La région de l'extrême nord, sujette d'attaques répétées de Boko Haram ces derniers mois, requiert au même titre que les régions de l'Est, le nord-ouest et le sud-ouest, une attention spéciale. Et la sécurité est également de mise sur la route. La gendarmerie prépare la rentrée scolaire à travers la prévention routière sur la nationale numéro 3. Au cours d'une opération menée sur l'axe Douala et Pouma, elle a enregistré plusieurs cas d'infraction. Reportage, Junior Rossin et Stéphane Milag. Carambolage sur l'axe Douala-Edea ce dimanche. À l'origine, un manque de concentration de l'un des chauffeurs pendant la conduite. Il est venu une fois entrer dans nous. Il a été un peu peut-être distrait et puis ça s'est passé quoi. Pour éviter que de tels accidents de la circulation ne se reproduisent, les éléments de la gendarmerie nationale se sont rendus sur le terrain avec comme slogan « Rentrée scolaire sans accident de la circulation ». Nous réprimandons aussi plusieurs activités, plusieurs incivismes sur la route pour que les usagers puissent faire une rentrée scolaire dans de très bonnes conditions. Cette mission sur l'axe Douala-Pouma et Edea-Douala vise également à lutter contre la surcharge, les dépassements dangereux, l'excès de vitesse, le transport routier clandestin. Les éléments de la gendarmerie nationale sont également chargés de l'enlèvement des véhicules mal garés sans signalisation le long des routes. Ils veillent au contrôle de l'état technique du véhicule et à l'authentification de la vignette et visite technique du véhicule. Tout ceci en veillant au respect de mesures barrières contre le coronavirus. Les chauffeurs en tort sont vite interpellés et sanctionnés. Nous avons trois types de catégories d'infractions, première et deuxième catégorie, que nous pouvons juste donner des conseils aux chauffeurs et leur demander de continuer.
Les infractions de 4e catégorie sont vraiment sanctionnées avec la dernière énergie, où nous retirons des permis de conduire, nous conduisons les véhicules en fourrière, nous les verbalisons sur place. Cette mission de prévention routière est rendue à sa 392e phase, 3e génération, dans le cadre de la semaine de la prévention routière. La gendarmerie et les autorités administratives sont appelées à une forte réaction face à la recrudescence de l'insécurité dans le Mbam et Nobu. En un mois, ce département enregistre plusieurs cas de meurtre et de cambriolage. Les populations sont habitées par la peur. On voit cela avec Keringele et Espoir Anissé Baïha. Christelle Arlette Simon retrouvait son vie dans une rigole à l'école primaire publique du quartier résidentiel de Bafia. Selon le médecin légiste, la jeune fille qui venait à peine d'avoir son bac a été violée, sodomisée avant d'être assassinée et les yeux emportés par des individus jusqu'ici non identifiés. Sa mort, je trouve qu'on est poignardé, on a dosé même des gourdins ici derrière la tête, même des yeux percés. Parce que j'ai remarqué le dos est percé, parce qu'elle était à nu, et elle était violée. La tante de la défunte fait savoir que Christelle est celle qui gardait sa demeure lorsqu'elle est en déplacement. C'était le cas une fois de plus. C'est en son absence que le drame s'est produit. Je me suis déplacée ça fait plus d'une semaine que c'est le chez moi. Le vendredi matin, à 9h, j'étais au champ, j'étais à l'ouest. J'étais au champ en train de récolter les arachide. C'est comme ça que mon téléphone sonne. On me donne le téléphone. Elle me dit seulement que maman, voici le message qui apparaît que Christelle est morte. Le chef-lieu du département du Mbamé, Nobu, connaît une spirale d'insécurité depuis quelque temps. Agressions, viols, homicides sont récurrents. Le bilan en l'espace de 3 semaines est déjà de 2 personnes tuées, de la délégation départementale de l'ECAM vandalisée, des boutiques dévalisées. Les autorités administratives sont appelées à prendre toutes leurs responsabilités alors que le corps de la petite Christelle repose désormais à Baouan, son village natal. Et la peur habite également les usagers qui font le trajet. Gomzap, Woum, dans la région du Sud. En réalité, c'est une aventure périlleuse pour ceux qui s'engagent. La route avalée par la forêt se fait déjà chemin. 18 km parsemés de crevasses. Voici le reportage d'Amboise Foguet. Se rendre à Woum 2 en pays Yanda. Une expérience, loin d'être une randonnée flegmatique. Vous voulez un dessin? Pas nécessaire. Suivons plutôt le guide. Cet automobiliste coutumier de ce chemin est que la complication a rôdé. Partir de l'arrondissement de Ngomzap, dans le Nyon-Esso, à celui voisin de Mvenge dans l'océan, par ici le chemin de Croix. Sur les 18 km de route pour rallier le village Woum, périlleux est le moindre des déterminants. Ça ne m'arrange pas. Depuis que je suis des mois, je n'ai jamais vu les engins passer ici. Crevasses, nids de poules, pierres sorties d'herbes épineuses, vieux ponts. Voyager ici, c'est faire de la corrida, mais sur 1 ou 4 roues motrices. Sur le gros du tronçon, des habitués préfèrent le voyage piétonnier. Vous me regardez l'état de la route. Quand on roule ici, quand il pleut même encore, c'est très dangereux. Quand on sort en ville, là, on ne demande plus que celui-ci sort d'où, on sait directement qu'il sort de Yanda. Et on nous remarque à partir de nos motos et notre habillement. Parce que nous sommes d'abord sales et puis nos motos vieillissent. Une moto vieillit à 6 mois. Même pour des gens d'âge candide, cheminer sur ou vers Womianda se définit sous des auspices de mise sacrificielle. Quand c'est le jour des vacances, quand je pense même que je dois venir vite dans cette route, ça me rend même malade. C'est bientôt la rentrée de classe et chacun de ces enfants fils d'agriculteurs nourrit l'espoir de voir son parent vendre sur le marché de la ville voisine des récoltes pour payer ses frais de scolarité. Déjà les écorchures partout parce qu'ils tombent avec les charges et puis à la maison, même je suis fatigué, je n'arrive plus même à bien m'en sortir avec madame, puisque le soir, je suis bien fatigué. Avec l'état de la route, l'expectative s'annonce grande. Dans l'actualité également, la base du Social Democratic Front bouillonne. L'élection du président du SDF dans la circonscription de Loum n'a finalement pas eu lieu. La candidature du président sortant contestée par les militants. L'élection a viré à la rixe. Arnaud Devarionda
et Luciano Dudunjako. Tension, insultes, bagarres. Voilà l'atmosphère qui a prévalu dans l'après-midi du dimanche 28 août 2022 dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral, lors des élections à la présidence de la circonscription électorale au sein du Social Democratic Front. À l'origine de ces échauffourées, certains militants ont dénoncé l'illégalité de la candidature du président sortant, par ailleurs troisième adjoint au maire de la commune de Loum, conformément aux résolutions du NEC portant sur le non-cumul de fonctions. Je demande que la candidature illégale de M. François Bruno soit disqualifiée et retirée de la compétition. Cette décision d'appliquer les tests du parti ne va pas contenter plusieurs militants, parmi lesquels le maire Guy Wambo, qui va demander l'annulation du processus électoral déjà enclenché. Quand il y a un problème et qu'on vous a envoyé, vous vous référez à la hiérarchie, vous ne prenez pas les décisions. Ce monsieur est venu avec de très mauvaises intentions. Donc sur ce, je vous dis une chose, on va reporter les élections. Le maire Wambo, dès qu'il soit maire de cette commune, il n'est pas responsable politique. Il est militant de base. On ne peut pas être de l'opposition. Si que le RDP s'en passe ne respecte pas les tests, et être dans l'opposition et refuser de respecter les tests, c'est qu'il y a un problème. Il est hors de question qu'aujourd'hui, qui pense qu'il peut imposer quelqu'un. Ça ne peut pas passer. Les élections ont été suspendues et reportées à une date ultérieure en attendant la réaction du NEC. À une date ultérieure. Et ambiance différente au sein du RDPC où la base et les cadres communient dans la région de l'Ouest à l'occasion de la tournée du secrétaire général du parti. La présence des Jean Kueté s'inscrit dans le cadre de la préparation des échéances électorales à venir. Walter Bertrand et Dimitri Kueté. Jean Kueté, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a effectué ce lundi 29 août 2022 à la maison du parti de Bafoussam une visite au travail. À la tête d'une délégation, il est venu à la rencontre des troupes, question de les galvaniser et cela à travers orientation, exhortation afin qu'à la base, les militants soient en rang serré. La confiance que son Excellence le président Paul Biya nous a donnée en disant que le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas est une promesse que nous avons transformée aujourd'hui en réalité de terrain. Au-delà d'une mobilisation, plusieurs interpellations des différents responsables locaux devant plusieurs membres du gouvernement, responsables politiques, chefs traditionnels, élites, militants, il a pris le pôle de la base, l'ambiance qui règne au sein du parti dans toutes les sections des 8 départements que compte la région de l'Ouest, avant des mises au point, des exhortations et messages. Ici dans la MIFI, conformément à vos directives, nous avons tout fait pour éviter les frictions inutiles qui pouvaient naître des opérations de renouvellement des organes de base afin d'assurer une bonne cohésion de notre parti en insistant plus sur ce que nous avons en commun que sur ce qui pouvait nous diviser. De l'histoire du Cameroun éternel, qui s'écrit d'une plume exceptionnelle sous nos yeux depuis l'heureux avènement de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême, le destin de la région de l'Ouest se forge et s'accomplit d'année en année avec encore plus de bonheur tiré par des profonds changements qui s'opèrent dans la région et transforment son visage de jour en jour. Tout a démarré par l'allocution de bienvenue du chef de la délégation départementale du comité central pour la MIFI, suivi de l'intervention du chef de la délégation permanente régionale du comité central pour l'Ouest. Ensuite, discours du secrétaire général du comité central du RDPC, échange, lecture de la motion de soutien. Le RDPC est un parti de proximité, un parti fédérateur où le sommet communie en permanence avec la base. Autre information importante, plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant que le Cameroun a dépensé pour les meubles de bureau en 2020. Un manque à gagner que veut réajuster le président de la République dans sa circulaire
relative à la préparation du budget de l'exercice 2023 qui oriente la commande publique vers la production locale. Les producteurs locaux peuvent-ils être à la hauteur? On voit cela avec Lille Piedjou et Thierry Nana. Dans cette entreprise traditionnelle artisanale basée à Douala ce lundi matin, nous retrouvons Lawrence. Depuis plus d'une vingtaine d'années, ce menuisier fabrique des meubles et autres équipements mobiliers. Sa clientèle se compte parmi toutes les couches sociales, à l'exception des administrations publiques. L'État ne nous passe pas la commande parce que il nous simplifie que nous sommes les locales, qu'on ne fait pas les bonnes choses. Paul Biya change la donne. La commande publique en biens et services doit être orientée vers la production locale selon la circulaire de préparation du budget de l'exercice 2023. Comme vous le savez déjà, en 2020, sur les comptes des finances publiques camerounaises, cela indiquait déjà l'importation du mobilier de bureau à plus d'1 milliard de francs CFA, l'importation du papier et des cartons à plus de 7 milliards de francs CFA. Et à partir de 2021, les travaux du gouvernement camerounais ont prescrit la mise en place de manière progressive de la commande publique vers la production locale en termes de mobilier de bureau. Production locale, oui, mais ces jeunes entrepreneurs sont-ils capables de satisfaire la demande? Les avis sont mitigés. Le Cameroun n'a pas encore totalement la capacité de satisfaire la demande locale. Déjà, il faut le savoir. Malgré que nous avons la matière première et nous avons la très bonne matière première, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que ces jeunes entrepreneurs qui font dans la transformation du bois et ses dérivés, ils ont suivi des formations, mais il faut encore accentuer ces formations-là. Je pense que l'administration camerounaise est prête à utiliser le Made in Cameroun. Et sur le Cameroun, il y a des nations des techniciens qui sont bien formés et qui peuvent donner le meilleur d'eux pour satisfaire les commandes étatiques. Cette tendance d'importation des équipements mobiliers dans les administrations publiques semble se justifier par les tracasseries locales. Celui qui reçoit le marché public ne va pas courir derrière les menuisiers tous les jours. Il sait que lorsqu'il a passé sa commande dans un pays étranger, il attend sur place, on va mettre dans les cartons, on va venir lui le livrer. 2 ou 3 techniciens viendront faire le montage et puis c'est OK pour lui. Quoi qu'il en soit, si le Cameroun veut consolider son économie et accélérer sa transformation structurelle en 2023, tel que fixé par le président de la République, il est urgent pour chaque Camerounais de dérouler le tapis rouge au Made in Cameroun. Et il est également urgent de pérenniser la langue Oli parlée dans les départements du Vouri et du Nkam. À Douala, leur majesté se mue en formateur et défenseur des valeurs traditionnelles. Pendant un mois, les jeunes ont appris comment s'exprimer en cette langue. On voit cela avec David Sandio et Thierry Nana. Ils sont moulés à l'apprentissage de la langue Oli, parlée dans le canton Vouri-Bouélé. Des hommes et femmes, et même des jeunes, se mettent ensemble pour l'imprégnation aux valeurs culturelles à travers la langue. Tout un projet, celui de l'alphabétisation en langue Oli. Nous nous sommes arrangés, l'enseignant Nanga, l'enseignant Ngando qui est avec nous et les autres enseignants, par mon biais, nous nous sommes dit qu'il faut absolument que la langue Ewoodi soit apprise, parlée, écrite. Des sketchs, des séries de proverbes, le rappel de sa descendance, les valeurs culturelles et culinaires, danse traditionnelle, tout ceci appris aux jeunes qui le transmettent si bien. Les jours de la semaine: lundi, Ngossou; mardi, Kwassou; mercredi, Nkossou; jeudi, Ngissou. Les modules de formation bien adaptés pour la compréhension rapide au regard de l'intonation et des tournures de langue. La culture est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Donc nos parents nous ont légué le savoir culturel que nous avons oralement. Mais le monde a beaucoup changé. Les modules qui ont été préparés pour eux étaient des modules tels que la pédagogie sur l'enseignement de l'alphabet, la pratique pédagogique des tons, la pratique pédagogique du fonctionnement de la langue. Fonctionnement de la langue, c'est-à-dire la grammaire de la langue. La clôture du séminaire de la langue Oli témoigne la volonté de conserver le patrimoine culturel.
Du sport à présent et du rugby avec les finales nationales qui viennent de se dérouler. 3 finales étaient au rendez-vous au stade annexe A d'Olembe à Yaoundé. En Coupe du Cameroun, chez les dames, Red Dragon affrontait Fun Dream Academy. Puis chez les messieurs, Red Dragon était opposé à Espoir Rugby Club. Et en championnat, c'est AS École qui croisait le fer avec AS Lyon. Ambiance de ces finales disputées avec Arsène Kenyé et Michel Foucault. Voici les vainqueurs de la Coupe du Cameroun 2022 de rugby chez les dames. Il s'agit de Red Dragon. Elles ont battu en finale Fun Dreams Academy sur un score sans appel de 45-0. Une satisfaction pour le staff après une rencontre âprement discutée. Le résultat, c'est la victoire. C'est la victoire. Alors, le staff technique, le staff administratif, on s'est donné à fond pour que les filles arrivent à ce niveau. C'était un parcours pas facile. On s'est battu, on est arrivé. Chez les messieurs, c'est Red Dragon qui prend sa revanche sur Espoir Rugby Club de Yaoundé, qu'il a battu l'an dernier à cette même étape. Tandis qu'en championnat, c'est AS École dans une rencontre très disputée qui se débarrasse de AS Lions 37-10 pour s'offrir le trophée. Je peux dire que ce qui a fait notre force, c'est le mental. Le mental, la détermination, parce que les gars travaillent, on s'entraîne 3 fois par semaine. Les gars, ils abandonnent leur boulot, ils viennent au travail. Félicitations encore aux gars. À la Fédération camerounaise de rugby, la saison s'achève en beauté. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits. Je remercie particulièrement la tutelle, le ministère des Sports, qui a toujours soutenu le rugby depuis que nous sommes revenus sur le plan international. Donc aujourd'hui, nous ne sommes qu'à l'apothéose de ce qui a été fait depuis le début de l'année. Venus en grand nombre pour se dénier chacun son équipe, les supporters devront patienter jusqu'au mois de novembre prochain pour assister à la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations dames de rugby, prévue ici au Cameroun. Et 8 mois après la dernière session de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, c'est de nouveau réunis. Ces résolutions sont diversement appréciées, précisément celles concernant la modification de la durée du mandat du président de la Fédération. Les détails dans cet élément de Aimé Catherine Moukouri. 17 résolutions et une multitude de réactions. L'Assemblée générale de la FECAFOOT a donné du grain à moudre aux observateurs de la scène sportive, notamment autour de la résolution adoptant la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la fédération. On peut comprendre ceux qui pensent que c'est une volonté manifeste du président de la Fédération camerounaise de football, ou du moins des membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football de s'éterniser au pouvoir. Parce que bien avant eux, aucun des présidents de la Fédération camerounaise de football n'avait initié une telle proposition. Donc, football. Tout comme on peut également comprendre ceux qui pensent que, au regard de l'ampleur du projet du président de la Fédération camerounaise de football, 4 années ne lui permettraient pas d'aller jusqu'au bout de sa vision. Seulement, le communiqué ne précise pas les contours de cette hausse. Par ailleurs, la durée du mandat est calquée aux règles du Comité international olympique. Ce serait quand même difficile de voir cette prorogation être validée, parce que je crois quand même qu'il faut tenir compte de certaines dispositions. Les présidents sont élus selon une olympiade, et dans le milieu du sport on fonctionne à l'olympiade. Une olympiade c'est 4 ans, ça a toujours été ça. C'est le cas pour la CAF, c'est le cas pour la FIFA. Donc il serait assez difficile de croire qu'un président va faire pour un mandat 2 fois celui d'un autre pays. Et tout. Autre résolution, celle validant la décision de dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On a voulu rester cohérent par rapport à tout ce qui s'est passé avec la LFPC. Souvenez-vous que, avant même que l'actuel exécutif ne prenne ses fonctions, l'ancien avait déjà mis de côté la LFPC, lui avait retiré ses compétences, notamment l'organisation des championnats professionnels en Elite 1 et en Elite 2. Sauf que cette décision sous l'ancien exécutif n'avait pas été entérinée en Assemblée générale. Une nouvelle communication de la fédération est à attendre dans le but de lever les zones d'ombre et les doutes suscités.
Et le foot sur le terrain à présent avec la victoire de la sélection A' du Congo sur le Tchad. 2-1 hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Rencontre comptant pour la phase allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2022 en Algérie. Les temps forts dans cet élément de Daniel Anissé Boudjé et Michel Foucault. Les léopards A' de la RDC n'ont fait qu'une bouchée les Sao du Tchad ce dimanche 28 août au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cueillis dès le premier quart d'heure par une sélection du Congo beaucoup plus forte dans tous les compartiments du jeu, les poulains du coach Mahamat Abakar cèdent à nouveau peu avant la mi-temps sous cette belle action de la République démocratique du Congo. Menés 2-0 avant la pause, les Sao se montrent plus dangereux au retour des vestiaires, multipliant des offensives. Une détermination qui est récompensée par ce pénalty magnifiquement transformé. Le score 2-1 reste inchangé jusqu'à la fin du match. À Yaoundé, devant son public, le Tchad s'incline. Les leçons sont très vite tirées. L'équipe du Tchad, c'est une jeune équipe. Il nous manquait de compétition. Donc à chaque fois qu'on joue des matchs, on est trop attentif, donc on se fait trop le monsieur, on observe. Et après qu'on réagit à la dernière minute, toujours avec un grand retard. Sinon, nous avons les qualités aussi que nous devons, nous exprimons ça au terrain. Mais ce qui a manqué, donc on essaie de corriger avec le joueur. Remontada, c'est un peu difficile parce que vu l'ampleur du match, donc rien n'est impossible. Le match retour est prévu dans une semaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et à l'étranger, retour en images sur les funérailles nationales de l'ex-président Dos Santos en Angola, malgré quelques tensions familiales. Et en Libye, les populations évaluent les dégâts après les combats meurtriers ayant fait 32 morts. Escalmonte, Lille Piediou et Calvin Teka. L'Angola rend un dernier hommage à l'ex-président José Eduardo dos Santos. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont présents, notamment les présidents du Portugal, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de la RDC. José Eduardo dos Santos a marqué l'histoire du pays. 38 ans de règne sans partage. Règne entaché d'accusations de corruption, de pillage et de népotisme. Il laisse aujourd'hui un héritage controversé. Il a été inhumé dans un contexte de conflit familial. Les funérailles contestées par certains de ses enfants ont eu lieu à Praca da República, un lieu historique bondé de palmiers dans la capitale balnéaire Luanda, à l'occasion de ce qui avait été le 60e anniversaire de José Eduardo dos Santos. C'est avec un cœur lourd et une grande tristesse qu'aujourd'hui, nous, membres de la famille, sommes présents et unis à vous tous pour rendre hommage à notre père, José Eduardo dos Santos. Des habitants des quartiers de la capitale libyenne Tripoli inspectent les dégâts causés aux bâtiments et aux voitures touchés lors des affrontements meurtriers entre groupes armés rivaux qui ont fait au moins 32 morts. Les opérations ont commencé après minuit, 1h du soir. Au début, les tirs étaient légers, puis ils sont devenus violents. Les gens à l'intérieur des maisons étaient tous terrifiés. À l'aube, à peu près tous ceux qui ont essayé de quitter la maison n'ont pas pu sortir. Nous demandons à Dieu la miséricorde pour les personnes qui ont été tuées, y compris une femme qui est décédée. Que Dieu ait pitié d'elle. Au milieu de sa maison avec ses enfants présents. Le maniaque franco-israélien Benny Steinmetz, condamné en 2021 à 5 ans de prison par la justice suisse pour corruption dans un dossier de droit minier en Guinée, est de nouveau devant la justice genevoise pour son procès en appel. Nous venons combattre
un jugement du tribunal correctionnel dans lequel, et je le dis avec beaucoup de respect pour les magistrats, à peu près tout est faux. Il n'y a pas dans ce dossier de traces, de preuves de corruption et nous allons faire la démonstration devant la Cour de Genève. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes assez confiant alors? Très confiant, merci beaucoup, très optimiste. On espère que la Cour fera du droit. Et de la réclame avant de refermer ce journal. ISTAG s'installe à Douala, l'école de formation de l'enseignement supérieur. Sous le label Institut supérieur, ça ouvre les portes à la prochaine rentrée académique. Elle vient de procéder au recrutement des enseignants de qualité pour le lancement. Regardez. ISTAG s'installe à Douala sous le label ISAD. Entendez, Institut supérieur San Jamen. Fidèle à son sérieux légendaire, l'Institut a procédé ce 25 août au recrutement des enseignants et personnels administratifs sur la base des auditions bien menées par des éminences grises. Jusqu'ici, nous sommes assez satisfaits parce qu'on a beaucoup de candidats expérimentés, c'est-à-dire qui enseignent déjà depuis plusieurs années. Nous sommes aussi satisfaits parce que nous avons beaucoup d'universitaires de très haut niveau qui viennent, y compris les enseignants de rang magistral qui viennent postuler au poste d'enseignement ici. La qualité des enseignants dépendra de la qualité de l'avenir de cet établissement. Et donc, nous faisons tout pour s'inscrire dans la durabilité. Les postulants venus très nombreux n'ont pas caché leur émotion à l'idée de faire partie du personnel privilégié au service des étudiants ambitieux de la ville de Douala. Dès que j'ai suivi cela, leur arrivée à Douala, j'ai dit waouh, quelle opportunité, n'est-ce pas? Déjà, dans leur mission, ils forment les étudiants pour être les créateurs d'emplois et non pas des chercheurs d'emplois. Quand je vois d'abord le bâtiment, ça prouve déjà du sérieux. Oui, et du fait qu'il s'installe à Douala, c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas à discuter. Bâti sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés, l'ISAD est un cadre moderne, idéal à l'enseignement. Il dispose déjà de plus de 24 salles d'études équipées des vidéoprojecteurs, d'une salle multimédia bien fournie, d'un groupe électrogène pour pallier aux coupures électriques, entre autres. Nous démarrons avec le BT cette année à l'ISAD et on va continuer avec la licence et le master par la suite. Vous avez la comptabilité, gestion des entreprises, la gestion logistique et transport, données transit, tout ce qui est informatique, tout ce qui est communication et vous avez donc des formations en marketing. Les orientations et les inscriptions se poursuivent au BTS et HND. La rentrée académique est prévue le 30 septembre prochain. ISAD est situé à Yassa, à 100 mètres de l'entrée Casa. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.